Tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Je vais lancer le partage aussi d'écran. Donc, théoriquement, vous voyez maintenant le PowerPoint. C'est tout bon, merci Brandon. C'est tout bon, tout le monde m'entend bien. Bon, super. Donc, voilà, je suis ravi d'être avec vous pour vous parler de mes recherches récentes. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Je pourrais évidemment pas tout vous dire, mais j'espère qu'en tout cas, je pourrais un peu contribuer à, voilà, à développer d'autres approches que, que celles qui sont portées par, par un héritage voilà, souvent biomédical quand même, et voilà, qui propose souvent comme modalité d'accompagnement une perspective d'abstinence. Alors, voilà, quelques précautions quand même avant de commencer. Je voulais juste vous dire que je vais effectivement interroger euh, le modèle biomédical, le modèle abstinentiel, mais il ne s'agit pas du tout là de re-questionner la nécessité du travail médical notamment, et puis le travail des médecins surtout, qui est absolument essentiel. Voilà, moi j'ai juste envie de proposer une approche un peu différente, hein, issue de mon parcours, donc une approche plus éducative peut-être, voilà, pour faire, pour repenser un petit peu les choses différemment. Donc voilà, moi je suis initialement éducateur spécialisé, hein. J'ai travaillé une petite dizaine d'années en addictologie. Alors j'ai commencé en CARUD et puis après j'ai travaillé en XAPA, ambulatoire et avec hébergement. Mais bon, l'essentiel du parcours, c'est quand même le XAPA avec hébergement. Et vous verrez que l'entièreté de ce parcours marque quand même des orientations spécifiques que vous pourrez observer au cours de ma présentation. Au-delà de ça, j'ai mené des travaux de recherche pendant que j'étais éducateur spécialisé, donc dans le cadre d'une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et la formation. Donc, cette thèse concernait spécifiquement la question des pratiques professionnelles en addictologie. Et c'est de ça dont je vais vous parler notamment aujourd'hui. Et puis voilà, sinon à côté de ça, je suis plus éducateur spécialisé aujourd'hui, même si je suis toujours dans l'âme, hein, je fais plus fonction d'éducateur spécialisé, je suis coordinateur des dispositifs Trend et Synthèse, donc ce sont deux dispositifs qui sont pilotés par l'OFDT. Donc voilà, pour le dire très rapidement, tous les ans j'écris un rapport sur les usages de drogue en région Hauts-de-France, voilà, ces rapports sont disponibles sur le site de l'OFDT. Je vous invite à les consulter si ça vous intéresse, voilà, plus sur une approche sociologique, de santé publique. Voilà, c'était pour la présentation. Et puis, une autre précaution aussi, je vous invite à être en désaccord avec moi et à poser plein de questions à la fin de la présentation, parce que bah, voilà, parfois je bouge les lignes aussi d'une certaine manière, mais pas tellement pour toujours aller jusqu'au bout en pratique, mais plutôt pour ne pas se restreindre au niveau de la réflexion. Et après, effectivement, c'est sur le terrain qu'on doit adapter les choses. Mais en tout cas, j'ai essayé de pousser, voilà, de pousser la réflexion jusqu'au bout dans mes travaux sur cette remise en question un petit peu du paradigme de l'abstinence, voilà, pour repenser un petit peu les pratiques. Voilà, l'idée, c'est de vraiment introduire, notamment aujourd'hui, auprès des praticiens de proximité, notamment, cette idée qu'on pourrait, voilà, en tout cas que d'autres perspectives peuvent être des objectifs tout à fait louables en dehors de l'abstinence. Donc voilà, d'autres perspectives moins exigeantes, en tout cas, voilà, peuvent produire des effets intéressants. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer d'un petit peu introduire. Alors, pour contextualiser un petit peu ma recherche, voilà, moi, je vais pas revenir sur tout, hein, évidemment, mais voilà, j'ai essayé de débattre des modèles théoriques et pratiques appliqués en addictologie. Donc, moi, j'ai exploré d'un côté les parcours biographiques d'usagers d'alcool ou de substances, voilà, à travers les récits de vie. J'ai notamment utilisé un courant qui s'appelle la sociologie clinique, mais je ne vais pas forcément l'aborder aujourd'hui pleinement.
Et puis d'un autre côté, je me suis intéressé aux professionnels, du coup, aux pratiques qui étaient développées par les professionnels sur le terrain. Voilà. Donc c'était les deux aspects de ma recherche. Je me suis intéressé au centre de soins, au XAPA, hein, plus précisément. C'est important aussi de le dire parce que je me positionne vraiment euh, du point de vue du soin. Vous allez voir, je vais beaucoup parler de réduction des risques, mais je me positionne vraiment du point de vue du soin. Alors voilà, le propos introductif, hein, c'est de dire que, effectivement, depuis plusieurs décennies, hein, le modèle principalement biomédical de l'accompagnement fait de l'individu dépendant un individu malade, par essence malade comme les autres personnes dépendantes, incapables de se maîtriser. Et donc la perspective qui est proposée, hein, c'est encore souvent l'obligation d'une abstinence complète. Et ça peut produire aussi une identification qui est parfois un peu aliénante, hein, à la figure du malade attendant qu'on le soigne. Hein. Une figure un peu comme ça de passivité. Et pourtant, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les récits de vie aussi, et que d'autres ont essayé de faire, la conduite addictive, elle se situe au cœur d'une énigme existentielle, complexe et résolument individuelle, qui nécessite l'exploration du vécu subjectif des individus. Alors là, il y a Christophe Niewiadomski, Michel Legrand notamment, qui ont pas mal travaillé sur ces questions-là, et moi aussi maintenant. Voilà, l'intérêt en tout cas d'explorer cette énigme existentielle euh, auprès de chaque personne. Alors, il y a un paradoxe comme ça qui m'a vraiment animé tout au long de mes travaux, qui m'anime encore aujourd'hui. C'est le paradoxe. Alors moi, je l'appelle le paradoxe de la survie, mais Michel Legrand parle de paradoxe de l'impasse. Euh, il est vraiment intéressant. Alors lui, il dit comme ça, il parle d'alcool parce que bon, c'est son sujet, mais on pourrait le développer pour d'autres substances. Il dit, je ne peux plus vivre avec l'alcool. Hein, c'est un peu le paradoxe de l'addiction. Je ne peux plus vivre avec l'alcool, mais je ne peux pas ne pas vivre avec. Hein. Je ne peux plus vivre avec l'alcool, mais je ne peux pas ne pas vivre avec. Et ça matérialise, à mon sens, toute la complexité du travail en addictologie, toute l'ambivalence, évidemment, l'intérêt du travail motivationnel, évidemment. Mais pour autant, ce qu'on observe, c'est que finalement, voilà, l'approche biomédicale, elle va réduire un peu cette proposition en disant, bah voilà, nous on va retenir le fait que la personne ne peut plus vivre avec l'alcool ou ne peut plus vivre avec tel ou tel produit. Et donc du coup, bah, on va lui proposer l'abstinence. Sauf que, bah, il y a toujours cette deuxième partie d'énoncé, je ne peux pas ne pas vivre avec, qui fait qu'en fait, bah, les gens reconsomment finalement. Les gens n'arrivent pas à tenir cette abstinence au long terme parce que voilà, il y a quelque chose de plus puissant qui se joue, de plus existentiel justement, d'où l'intérêt d'explorer individuellement ces aspects-là. Euh, et à partir de là, à partir du moment où on explore cette complexité, du coup, eh ben, ça demande du coup des stratégies d'accompagnement adaptatives dans la foulée. On ne peut plus standardiser l'accompagnement puisqu'on a exploré individuellement les parcours. Donc l'idée, c'est de s'adapter au parcours des personnes en sortant, en dépassant le cadre normatif de l'abstinence et les préconisations générales de santé publique. Alors, cette question un peu de la standardisation de l'accompagnement, justement, elle provoque d'autres paradoxes. Vous verrez que moi, j'aime bien la question des paradoxes. Je trouve ça très intéressant à exploiter. Mais voilà, deux éléments comme ça qui m'ont pas mal animé pendant ma pratique, qui revenaient beaucoup et qui m'ont fait un peu remettre en question cette dynamique de l'abstinence, justement, obligée. C'est le paradoxe de la sanction, hein. C'est-à-dire qu'on va arrêter des accompagnements pour les mêmes raisons qu'on les a commencés. Hein. Donc, les gens viennent dans les structures parce qu'ils présentent des conduites addictives. Et parfois, on arrête des accompagnements, on leur demande de partir. On pose des fins de contrat, on pose des sanctions parce que les personnes, justement, reconsomment. Ce qui est quand même un vrai paradoxe parce que voilà, on, on, on leur propose un cadre voilà, qui peut les perturber de ce point de vue-là, d'autant plus qu'on sait bien que les reconsommations font partie du processus et que ça, c'est bien, comment on l'a bien documenté depuis longtemps. Donc voilà un premier paradoxe de la sanction. Et ce paradoxe de la sanction, il implique un autre paradoxe, c'est celui du silence. C'est-à-dire que les personnes accompagnées, elles vont bah, du coup pas exprimer leurs difficultés, leurs envies, leurs consommations, alors même qu'elles sont dans un espace qui est censé le permettre. Bah, en fait, elles vont cacher ce qui se passe, elles vont pas forcément être transparentes sur tout ce qui les traverse. Et ça, c'est un problème en matière d'accompagnement. Donc,
Vous me direz, hein, cette philosophie d'accompagnement abstinentiel, elle a été remise en question déjà, elle a été reconsidérée notamment par la réduction des risques, hein, par la philosophie de la réduction des risques. Et pourtant, ça me paraît toujours intéressant de questionner la place du choix dans les stratégies d'accompagnement qu'on propose en XAPA et plus largement dans le champ du soin. Il y a encore vraiment une scission entre réduction des risques d'un côté, souvent portée par les CARUD, hein, les centres de réduction des risques, et puis soins, plus souvent portés par les XAPA, services hospitaliers, et bien sûr les praticiens de proximité. Donc, et puis même, on pourrait aussi se dire, bah, d'autant plus aujourd'hui, en XAPA, en service de soins, on a en plus des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire on fait vraiment vivre la lecture biopsychosociale de l'addiction, mais pourtant, là encore, ça n'épuise pas, à mon sens, hein, l'exploration des significations sociales et personnelles que les personnes dépendantes accordent à leur expérience des consommations. Donc voilà, il y a vraiment ce côté paradigme abstinentiel qui vient un peu, qui vient un petit peu, euh, définir a priori finalement la manière dont l'accompagnement va se dérouler, alors même qu'on n'a pas encore rencontré les personnes. Ça vient bloquer la prise en compte de l'expérience subjective. Alors, au-delà de l'injonction à l'abstinence, hein, qui s'observe toujours, hein, mais se nuance quand même peu à peu, c'est important de le dire, les traces historiques du modèle biomédical s'incarnent toujours pleinement dans une logique d'accès aux soins dite de haut seuil d'exigence, hein, par opposition au bas seuil d'exigence, qui est plus souvent référé au CARUD. Donc cette logique, elle se matérialise par des fonctionnements institutionnels parfois rigides et souvent contradictoires, hein, qui obligent les usagers, en particulier les plus marginalisés ou les plus en difficulté avec leur consommation, à devoir s'adapter en fait, et non pas l'inverse. Donc, on va avoir nombreux rendez-vous avant de pouvoir démarrer un protocole de substitution aux opiacés, une adaptation très progressive de la posologie, l'exigence d'une lettre de motivation, d'une lettre d'orientation, le respect d'une abstinence stricte, des fouilles. Alors ça, c'est aussi beaucoup pour l'hébergement, mais des fouilles, des tests urinaires réguliers, une forme de chasse aux consommations aussi, hein, dans les établissements, en CARUD aussi d'ailleurs, en XAPA ambulatoire, en service hospitalier, en XAPA avec hébergement. Et puis un système de sanction des usages aussi, qui est quand même, encore une fois, là, un peu paradoxal, sanctionner des comportements qu'on est censé accompagner. Alors voilà, moi je me suis demandé, hein, dans la mesure où les standards thérapeutiques délimitent l'accompagnement, bah, comment on peut déployer un travail singulier, centré sur l'expérience de la personne qui présente des conduites addictives, à quoi en plus il faut ajouter évidemment le cadre légal répressif de la loi 1970, en tout cas pour ce qui concerne les produits considérés comme illicites, qui là aussi limite l'action. Donc voilà, encore une fois, j'ai essayé de m'appuyer sur une enquête qualitative, voire clinique, hein, parce que je me suis intéressé au récit de vie d'usagers. Et je me suis demandé voilà, comment on pouvait essayer de contribuer un petit peu à faire évoluer les pratiques. Donc, d'une part, en comprenant mieux comment l'usage de substances intervenait dans le parcours de vie des personnes, hein, comment existentiellement ça se définissait, et puis comment aussi les professionnels de leur côté éprouvaient des fois des difficultés, des zones d'inconfort liées à la pratique, liées à tous ces éléments un peu de paradoxe que je viens d'amener. Alors, au-delà, hein, de la figure du délinquant, hein, au regard de la loi, au-delà de la figure du déviant aussi, hein, dans une perspective plus sociologique, au-delà de la figure du malade, qui présente, je l'ai dit, hein, plusieurs écueils, hein, elle limite le champ d'observation, un malade comme les autres, incapable de se maîtriser, qui échoue à se singulariser, qui est réduit à l'expression de ses symptômes. Elle standardise l'abstinence. Hein. Voilà, l'idée, c'est d'effacer les symptômes, ce qui fonctionne d'ailleurs. Hein, voilà, quand on est abstinent, effectivement, les symptômes disparaissent. Et puis, elle déculpabilise. Hein, elle déculpabilise aussi cette approche, mais pourtant, elle tend à déresponsabiliser l'individu d'une certaine manière, avec la figure du malade qui attend qu'on le soigne. Donc voilà, elle produit des effets vraiment intéressants et en même temps, voilà, l'effacement des symptômes qu'elle permet ne tient pas forcément sur le long terme, hein, parce que les gens reconsomment. Et puis cette figure du malade attendant qu'on le soigne, elle m'a quand même beaucoup interrogé. Je me suis dit, mais voilà, en fait, par exemple, je me rappelle de plusieurs situations comme ça. Moi, j'ai appelé ça le paradoxe de la responsabilité. C'est en fait, à la fin d'un accompagnement,
Par exemple, voilà, j'observais des collègues qui disaient aux gens qu'on avait accompagnés, notamment avec Sapa et Hébergement, qui disaient aux personnes, voilà, en fait, les personnes, vous savez, nous remercient parfois à la fin en disant merci d'avoir fait tout ça pour moi. Et des collègues disaient non, non, c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est vous qu'il faut remercier. Bravo pour votre parcours, c'est vous qui pouvez faire ce parcours et personne d'autre. Et effectivement, moi, j'étais d'accord avec mes collègues de dire ça. Mais d'une certaine manière, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe où on leur dit au départ, vous êtes irresponsable, vous êtes, vous êtes comment l'addiction produit une perte de contrôle, hein, une irresponsabilité. Vous êtes incapable de vous maîtriser et en même temps, donc c'est pas de votre faute hein, d'une certaine manière, et en même temps, si vous arrivez à vous en sortir, c'est grâce à vous. Et je me disais là, il y a encore une fois un paradoxe où c'est pas de la responsabilité s'ils consomment et en même temps c'est de leur responsabilité s'ils ne consomment plus. Alors l'idée c'est pas de dire c'est de leur faute, au contraire, hein, c'est de dire bah non justement ils sont responsables pendant tout le parcours. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils sont acteurs quand ils consomment et ils sont aussi acteurs quand ils décident de s'en sortir. Et en fait, c'est le principe de se dire que le sujet, il préexiste toujours, il est toujours là, en fait. Le sujet qui est réflexif, qui est capable de faire des choix, qui rationalise les choses, il est toujours là. Et il disparaît jamais. Et ça, c'est important quand même de le rappeler. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je remets un petit peu en question cette figure du malade. Et donc, pour moi, la personne dépendante peut aussi être considérée comme un sujet en construction, finalement, comme un sujet en quête de sens, qui cherche à se libérer d'une aliénation préexistante. Alors, il y a un médecin, Jean Lévy, qui en a beaucoup parlé, qui est très intéressant, je vous invite à aller le lire. Et en fait, voilà, cette personne, elle agit non pas pour se détruire, hein, mais pour survivre, pour résister, pour supporter, avancer. Euh, alors, ce nouveau paradigme que j'ai essayé de développer, il va intégrer l'expérience et les catégories subjectives des individus, mais aussi le choix de s'abstenir ou non de consommer, selon l'histoire, selon le rapport de chacun à l'usage d'alcool ou de substances. Alors voilà, moi j'ai essayé de développer un mouvement voilà, vers ce que j'ai appelé la régulation des consommations, en tant que nouvelle voie d'accompagnement thérapeutique qui rapproche le soin conventionnel et la réduction des risques. Alors cette voie, elle ambitionne de créer un cadre d'accompagnement qui intègre l'usage d'alcool et de substances au projet de soins, sans pour autant exclure les projets d'abstinence, hein, mais à partir d'un fonctionnement institutionnel en partie revisité et puis d'outils adaptés. Je reviendrai sur ces outils après. Donc la régulation des consommations, elle offre un espace de négociation à partir de l'expérience. Elle n'empêche pas l'abstinence, mais ne l'impose pas. Et elle s'appuie sur un indicateur, j'ai envie de dire presque nouveau, de mieux-être. En fait, elle n'est plus un but, mais un moyen par lequel l'individu tend vers une réappropriation de son existence. Et c'est un petit peu ça aussi le problème de l'abstinence, c'est que souvent c'est le but en fait. Alors que non, c'est censé être un moyen qui nous permet d'aller mieux en fait. Et donc voilà, l'idée de la régulation des consommations, c'est vraiment de se dire que c'est l'indicateur, c'est le mieux-être, et que voilà, c'est un moyen par lequel l'individu tend vers une réappropriation de son existence. Alors cette voie, hein, elle se développe depuis plusieurs décennies. Je suis évidemment pas du tout le seul à en discuter, mais elle s'installe pas pleinement hein, dans le soin. Sans doute parce qu'elle réinterroge les pratiques thérapeutiques conventionnelles, hein, bien installées depuis longtemps, mais aussi parce que l'objectif d'abstinence, hein, il est souvent intériorisé par les personnes accompagnées et les membres de leur entourage. Et ça, c'est important aussi. Qui véhicule aussi un discours. Donc, émettre un autre objectif que celui de l'abstinence, il est rendu complexe hein, par l'héritage de ce paradigme. Mais on peut observer hein, sur le terrain depuis quelques temps qu'en ouvrant la porte à des alternatives à l'abstinence, eh ben, les projets et les objectifs énoncés par les personnes accompagnées, ben, ils se transforment petit à petit sur le terrain. Les gens commencent à demander autre chose que l'abstinence. Et ça, c'est intéressant. Et là, justement, la place des médecins et des praticiens de proximité, elle est essentielle. Alors, je ne sais pas si ces notions-là vous parlent, mais moi, je ne les maîtrise pas forcément bien, mais je me rappelle de discussions que j'ai eues avec des cliniciens. Et dans le parcours de rétablissement, on peut parfois rencontrer des personnes et leur attribuer des rôles, et on va avoir le héros, on va avoir le roi. Et le roi, c'est souvent la personne qui matérialise en fait la direction du parcours de rétablissement. Et souvent, ça peut être un médecin traitant, justement, qui en fait va voilà, dire, en gros, ça va se passer comme ça pour vous sur plusieurs années, et vous allez vivre telle et telle épreuve, vous allez dans telle et telle dynamique. Hein. Et ça, ce discours-là qui est entendu au départ, et le parcours qui est annoncé au départ, il reste souvent ancré, il est imprimé dans les esprits. Et c'est là que les praticiens de proximité peuvent avoir aussi un rôle important à jouer, c'est-à-dire que c'est important
peut-être dès le départ, en tout cas si on adhère à la proposition que je fais aujourd'hui, hein, de proposer dès le départ ces idées qu'on peut être dans des alternatives, qu'on peut être dans des objectifs différents. Voilà. Alors, je vois pas l'heure, c'est un petit peu dommage, mais j'imagine que le temps avance vite. Antoine, n'hésite pas à me dire où j'en suis, hein. Ça fait déjà 25 minutes que tu parles. Ok, Du coup, il te reste encore une vingtaine de minutes. très bien, super, ben merci. Merci beaucoup. Euh, Donc voilà, en tout cas, moi j'ai essayé de, 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 de- de ne pas, de créer de rupture entre les différents modèles. J'ai plutôt essayé de créer des ponts. Donc voilà, moi je parle plus globalement de régulation individualisée des addictions. Donc voilà, l'idée c'est d'individualiser l'accompagnement. Et dans cette régulation des addictions, on va proposer tantôt de la réduction des risques. On est encore une fois bien du côté du soin, hein. Tantôt de la réduction des risques, tantôt une approche plus conventionnelle, abstinentielle, et puis tantôt de la régulation des consommations. Et on peut comme ça alterner de l'un à l'autre selon les expériences, selon les besoins, selon les objectifs des uns et des autres. Voilà, l'idée, c'est de vraiment faire exister ces trois aspects-là. Alors, ce que je porte, je ne le porte pas tout seul. Il y a des études sociologiques qui soutiennent indirectement l'approche. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais il y a des études qui attestent l'existence d'usagers de drogue insérés socialement, qui parviennent à articuler plusieurs lignes biographiques, dont celle de l'usage de drogue, du travail, de la vie de famille, etc. Alors, Hanson, elle a montré en 1985 aux États-Unis, hein, dans plusieurs grandes villes américaines, il a montré comment des consommateurs d'héroïne maîtrisaient leur consommation et vivaient une vie ordinaire. De Kort l'a montré aussi à Anvers, avec des usagers de cocaïne et de crack. Voilà, il a montré comment il développait des mécanismes d'autorégulation. Et ça, c'est vraiment intéressant, hein. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais voilà, on voit comment ces usagers développent des stratégies. Alors, c'est des usagers souvent cachés, hein, qui ne vont pas vers le soin, qui n'expriment pas le besoin d'aller vers le soin, mais qui voilà, arrivent à réguler les choses. Alors, des fois, il y a des hauts et des bas, mais arrivent à réguler leur consommation. Et même pour le coup, pour ce qui est de la consommation de crack, hein, qui est souvent perçu comme le produit hautement addictogène. Donc, on voit que finalement, il y a des gens qui arrivent à réguler cet usage-là. Et puis, on a aussi Marc-Henri Soulet, Maria Kayata, qui ont réalisé voilà, des enquêtes, qui ont réalisé des entretiens avec des personnes qui régulaient leur usage. Et ils sont allés un petit peu plus loin, notamment Marc-Henri Soulet, qui a, lui, carrément montré, en fait, la manière, enfin, il a identifié les modalités précises par lesquelles les individus parvenaient à gérer leur consommation. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner des perspectives très cliniques après. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de se dire que des gens consomment des drogues et ne sont pas forcément des marginaux, ne sont pas forcément destinés à une forme de déchéance, hein. Ils arrivent à articuler plusieurs lignes biographiques. Donc, désolé de ne pas pouvoir détailler là-dessus, mais je vous laisserai aller explorer vous-même ces enquêtes-là qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, il y a des études beaucoup plus en lien direct avec ce que j'amène, des études cliniques qui sont portées depuis longtemps, hein, et qui attestent, contre les tenants du tout abstinentiel, d'un possible retour à un usage régulé après la dépendance. Mais aussi des résultats probants et souhaitables que produit, par exemple, la réduction de la consommation. Alors, le premier à donner un petit peu l'alerte, c'est Davis en 1962. Du coup, qui va montrer, hein, alors là c'est à Londres, hein, dans un service hospitalier, qui va montrer que quelques patients qu'il a suivis sur plusieurs années après le soin, parviennent à reconsommer de l'alcool d'une manière non délétère en fait. Mais l'étude qui va vraiment créer un peu un séisme, c'est l'étude des Sobel, qui est un couple de chercheurs, Marc et Linda Sobel. Et donc, du coup, en fait, eux, ils vont faire une enquête en milieu hospitalier. Et en fait, ils vont prendre voilà, plusieurs patients qui vont répartir en deux objectifs. Donc, des patients qui vont s'orienter vers le boire contrôlé et des patients qui vont s'orienter vers l'abstinence. Et pour ces deux groupes-là, ils vont proposer deux modalités différentes. Une thérapie comportementale et une thérapie conventionnelle intra-hospitalière. Et donc, ils vont faire voilà,
une étude des résultats à long terme de ce que ça produit. Alors, juste pour information, la thérapie comportementale, c'était l'émission de choc électrique. Donc, on était encore un peu dans le modèle old school. On n'était pas dans le cognitif et comportemental. On était sur une approche qui aujourd'hui n'a plus cours, en tout cas, j'espère. Voilà, c'était de l'émission de choc électrique et il y avait un bar, en fait, dans l'hôpital et les gens, voilà, pouvaient plus ou moins consommer selon l'objectif et la thérapie. Et en fait, les résultats, ils ont beaucoup surpris, puisque, en fait, alors déjà, ceux qui bénéficiaient de la thérapie comportementale réussissaient mieux, globalement, que les autres, que ce soit pour l'objectif d'abstinence ou pour l'objectif de consommation contrôlée. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que 2 ans après, donc là, c'est la publication de 1976, 2 ans après l'étude, les résultats mettaient en lumière le fait que la thérapie comportementale associée à un objectif de consommation contrôlée, donc pour le groupe qui avait approche comportementale et objectif de consommation contrôlée, des résultats d'autant plus probants que pour les 3 autres groupes, notamment en matière de maintien, en matière de jours d'abstinence. Donc, ils développaient plus de jours d'abstinence que les patients des 3 autres groupes, et puis en matière aussi de contrôle de leur consommation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que ceux qui ont reçu une thérapie hospitalière ou une thérapie comportementale, mais qui n'étaient pas orientés vers la consommation contrôlée, réussissaient moins que ceux qui étaient vraiment avec un objectif de consommation contrôlée et avec une thérapie qui allait dans ce sens-là. Donc voilà, encore une fois, meilleur contrôle de leur consommation et plus de jours d'abstinence. Donc c'était vraiment intéressant. Il y a eu une bataille juridique à l'époque, notamment par Pendery, Malsmal et West, qui vraiment, même parti au judiciaire, en fait, qui cherchait à invalider ces travaux-là. Mais finalement, les Sobel ont gagné le combat. Et voilà, leurs travaux ont été validés et revalidés plusieurs fois, écartant toute possibilité de fraude. Donc voilà, après, il y a encore eu d'autres études qui sont venues confirmer ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi Dollard-Cormier au Canada en 89, qui lui va vraiment développer une approche comme ça, cognitive et comportementale, orientée vers le boire contrôlé et le boire réfléchi. Et il va revendiquer 30% de succès, plus ou moins autant que les thérapies conventionnelles orientées vers l'abstinence. Donc c'est intéressant ce qu'il a développé. C'est un petit peu aussi ce qui a donné naissance, c'est grâce à ces travaux-là qu'on a eu les programmes Alco Choix et aujourd'hui Mes Choix, développés par la Fédération Addiction, qui véhicule un programme de consommation contrôlée. On a Michel Legrand et Roland Lefebvre aussi, qui ont publié une étude de cas en 2003 avec un article qui s'appelle Boire après l'alcoolisme, que je trouve pas mal comme titre, et qui montre justement, à partir d'un usager présentant une conduite addictive à l'alcool, qu'il arrive, en explorant justement ces conflits existentiels, à tarir un peu les sources existentielles du mal-être et du recours nocif. Et puis d'un autre côté, on a des études aussi qui montrent que la réduction de la consommation, elle produit des résultats probants et souhaitables. Alors on a l'étude Match, c'est une grande étude américaine qui a été réalisée sur toute la décennie des années 90 avec plein de grands chercheurs de l'époque. Et en fait, cette étude, elle a montré des résultats contrastés en matière de maintien de l'abstinence. Donc voilà, seulement 24% des patients accompagnés en ambulatoire. Alors, bon, je vais le dire plus largement, mais seulement environ 20% des patients accompagnés en ambulatoire maintenaient une abstinence un an après le suivi. Alors, en fait, ils ont proposé plusieurs modalités d'accompagnement. La thérapie de facilitation en 12 étapes, c'est de la thérapie des alcooliques anonymes, l'approche motivationnelle, et puis une approche cognitivo-comportementale. Et donc, les patients qui étaient issus de l'ambulatoire, 20% ont maintenu une abstinence un an après le suivi, peu importe la modalité d'accompagnement. Pour le coup, 24%, c'était ceux qui avaient suivi la thérapie de facilitation en 12 étapes. Ceux-là réussissaient mieux que les autres en ambulatoire. Les autres, pour les 2 autres approches, c'était 14 et 15% qui maintenaient l'abstinence à long terme. Mais voilà, globalement,
environ 20% qui maintenaient l'abstinence, ce qui est quand même pas énorme. Mais par contre, pour les patients qui étaient, il y avait un autre groupe qui était issu qui sortait d'hospitalisation ou d'une hospitalisation de jour intense. Ceux-là, ils réussissent mieux, environ 15% plus que ceux issus de l'ambulatoire. Donc voilà, environ 35% qui maintenaient une abstinence complète et continue dans l'année qui a suivi l'étude match. Là encore, peu importe la modalité de traitement. Donc voilà, 35% et 20%, hein, c'est quand même pas, voilà, c'est bien, mais c'est quand même pas finalement la majorité. Et en même temps, si on rentre dans le détail des résultats, on voit que finalement, les gens, même s'ils ne maintiennent pas une abstinence complète et définitive, ben, ils consomment moins de jours dans le mois, ils consomment moins de verres par jour en moyenne, et puis ils vont généralement mieux. Hein, donc là, par exemple, dans l'étude match, on voit qu'il y a une diminution significative de la dépression, des problèmes liés à l'alcool, de la consommation d'autres drogues, et puis une amélioration de la fonction hépatique, par exemple. Donc on voit que ça produit quand même des effets intéressants. Et même un an encore après le soin, ces données sont confirmées, par l'étude. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc on pourrait se dire aussi, est-ce que si on n'avait pas eu le filtre de l'abstinence dans les thérapies proposées au départ, dans les 3 thérapies proposées, est-ce qu'on n'aurait pas des résultats encore plus intéressants avec cette étude-là? Et puis là, il y a une étude plus récente là, qui concerne, pour le coup, pas l'alcool, mais les drogues, d'Amin Esmaili. Donc, c'est une étude qui a été réalisée à partir de 13 essais contrôlés randomisés. Hein. Pourtant, ce sont des interventions pharmacologiques courtes, entre 8 et 12 semaines. Et donc là, voilà, c'était des interventions pharmacologiques ciblées. Donc, on avait l'utilisation du topiramate, du bupropion, du buspirone, du modafinil, du baclofène, etc. auprès de personnes présentant un trouble lié à l'usage selon le DSM-4. Donc voilà, des personnes dépendantes à la méthamphétamine et à la cocaïne. Et donc, voilà, ils ont observé hein, finalement que comparé à l'absence de changement ou à une fréquence de consommation accrue, la réduction de la consommation de cocaïne ou de méthamphétamine, donc de plus de 5 jours par mois à 1 à 4 jours par mois, elle est significativement associée à une diminution des envies, des comportements de recherche de la drogue, de la gravité de la dépression, mais aussi à d'autres mesures de mieux-être psychosocial. Donc là, alors, il faut quand même dire que les personnes abstinentes, elles ont montré une amélioration clinique d'autant plus favorable sur tous les indicateurs cliniques. Mais pourtant, encore une fois, l'étude a démontré que les participants étaient plus nombreux à réduire leur consommation qu'à atteindre l'abstinence. 18% contre 14,2%. Donc ça, c'est des chiffres aussi qui peuvent nous alerter. Brandon, il te resterait un peu moins de 10 minutes là. Super, merci Antoine. Alors, j'ai conscience que je vous envoie beaucoup d'informations, désolé, hein, mais je suis un peu intarissable sur le sujet, mais j'espère que j'arrive à être intelligible. Donc voilà, 18% contre 14,2%, c'est quand même une donnée, encore une fois, qui va nous alerter. Et ce qui est intéressant aussi, je le note quand même, alors les consommateurs de méthamphétamine étaient plus susceptibles d'être abstinents que de réduire leur consommation. Mais les consommateurs de cocaïne, qui nous concernent plus ici en France, étaient plus susceptibles de réduire leur consommation que d'être abstinents. D'accord? Donc, il y avait, pour les consommateurs de cocaïne, 20% qui arrivaient à réduire leur consommation contre 9% qui arrivaient à maintenir l'abstinence. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, je me rappelle d'une journée d'études avec Laurent Carilla, que vous connaissez peut-être, qui est extrêmement compétent, extrêmement intéressant. Il parlait justement de la pharmacologie associée à la cocaïne et qui a quand même annoncé comme ça que la consommation contrôlée pour l'usager de cocaïne, ça ne marchait pas, ce n'est pas possible. Bon, moi, ça m'avait un peu interpellé quand même sur le coup. Alors, il se basait sûrement sur son expérience clinique, hein, mais pour autant, cette étude-là, elle montre bien que non, ce n'est pas du tout le cas. C'est même l'inverse. Ceux qui cherchent à réduire leur consommation, ils y arrivent mieux que ceux qui cherchent à être abstinents. Quand même dire aussi, encore une fois, qu'il n'y a pas de réponse miracle à la question de l'addiction, qui est un phénomène complexe, parce que dans cette étude-là, on voit bien que l'essentiel des participants, 67,9% des participants, n'a pas réussi à modifier positivement sa pratique, ni même parfois la stabiliser. Hein. Ça s'est aussi parfois aggravé. Alors,
J'en viens à la régulation des consommations. Donc voilà, il y a certains cliniciens qui parlent de consommation contrôlée. Moi, je trouve qu'il y a l'idée d'un absolu là-dedans. Ça renvoie aussi au caractère répressif de la loi. Voilà, donc cette appellation, elle me convient pas forcément, surtout que c'est souvent associé à des indicateurs très quantitatifs, très objectivables, la consommation contrôlée, aussi sur un aspect plus préventif peut-être. Moi, j'ai vraiment voulu aussi m'intéresser aux gens qui sont vraiment dépendants, qui sont en difficulté, vraiment. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas voulu m'arrêter à ça, mais j'ai voulu quand même prendre ce qui était fait dans ce domaine-là. Ensuite, il y a la gestion de la consommation. Il y a une autre terminologie qui est utilisée, notamment par Marc-Henri Soulet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, a été beaucoup plus dans des aspects, justement, des indicateurs liés à l'expérience subjective des consommateurs. Je reviendrai sur ça, mais voilà, ça m'intéresse d'autant plus. Mais là encore, la terminologie, elle ne me plaisait pas, parce que ça renvoie à la question de la gestion à la figure un peu idéale typique de l'individu moderne, hein, libre et cause de son action, abandonné à son indétermination, entrepreneur, manager de son existence. Voilà. C'est une sémantique voilà, qui me questionne un petit peu. Donc moi, j'ai voulu voilà, proposer un autre terme, hein, celui de régulation des consommations, en réunissant les indicateurs liés à l'expérience subjective des personnes, mais aussi, pourquoi pas, des indicateurs plus objectifs, plus objectivables sur des fréquences, des quantités, même si l'idée, c'est de vraiment combiner les deux. Euh, alors, et puis la régulation des consommations, la régulation, ça renvoie aussi aux politiques publiques hein, en matière d'usage et de trafic de drogue, qui tentent justement d'aborder le sujet par un autre prisme que celui de la prohibition ou de la répression. Donc ça, j'aimais bien aussi ce parallèle-là avec la régulation au niveau politique publique. Et dans le dictionnaire, à la régulation, ça fait référence au fait d'assurer le fonctionnement correct d'un système complexe. Hein, fait d'assurer le fonctionnement correct d'un système complexe. Et je trouve que ça, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec des personnes qui présentent des conduites addictives euh, euh, complexes. Donc ça me parlait bien. Alors, tout ce que je vous ai dit là, ça paraît très théorique et pourtant, pour moi, c'est essentiellement pratique et c'est vraiment important parce que ça permet d'incarner une posture. C'est-à-dire que, tant que moi, je n'avais pas en tête ces éléments-là, j'arrivais pas à incarner cette posture-là concrètement sur le terrain. J'étais souvent un peu en décalage, j'étais souvent un peu maladroit. Et ces éléments théoriques, de contexte permettent vraiment d'incarner une posture sur le terrain. Pour pouvoir adapter le discours, pour pouvoir adapter les pratiques, il faut vraiment être à l'aise avec ça. Et c'est vraiment une posture que les praticiens de proximité hein, peuvent aussi adopter, en adaptant évidemment à leur manière. Mais ça peut permettre d'amener plus de personnes vers le soin, de libérer la parole, d'éviter les malentendus et incompréhensions, de ne pas se focaliser sur des objectifs non souhaités ou inatteignables, et donc de partir des objectifs et des besoins des personnes pour ensuite les renégocier. Il faut toujours avoir l'idée qu'on va quand même les renégocier, mais de partir de ces objectifs-là et des besoins des personnes. Donc voilà, c'est vraiment une posture que les uns et les autres, vous pouvez adopter si vous le souhaitez. Et je pense vraiment que ça peut amener les gens à aller plus facilement vers le soin en sortant justement de cette figure du malade, cette figure voilà, un petit peu parfois stigmatisante, qui peut déculpabiliser, mais qui est parfois aussi un petit peu stigmatisante et qui fait peur aux gens. On va essayer de sortir de ces notions-là. Alors voilà, maintenant je vais vous parler un peu de quelques exemples et d'outils concrets pour terminer. Je vais en parler après de cet outil-là. Alors, dans le secteur résidentiel, on va avoir par exemple des entretiens d'appui à la réduction des risques, en distribuant aussi parfois du matériel hein, de réduction des risques. Ça, il faut dire que c'est quand même, pour le champ résidentiel, hein, une déflagration dans le domaine. C'est-à-dire que le champ résidentiel en addictologie, c'est quand même vraiment forgé sur la question de l'abstinence. Et aujourd'hui, on voit que dans certains services, on va faire entrer la réduction des risques, le matériel de réduction des risques. On va aussi avoir dans le secteur résidentiel des espaces thérapeutiques en présence d'alcool. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans certains temps collectifs dire que voilà, on va proposer par exemple du vin, de la bière, je ne sais pas, des alcools qui vont pouvoir être consommés dans le collectif. Si les personnes le souhaitent, évidemment, elles en consomment, mais si elles ne le souhaitent pas, elles n'en consomment pas. C'est chacun qui fait son choix. Et ça va être discuté collectivement.
avec le groupe, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait poser problème, qu'est-ce qui pourrait mettre les uns et les autres en difficulté, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'expérience. Et puis, ça va être discuté aussi individuellement avec les uns et les autres. Toi, tu as décidé de consommer, OK. Bah, voilà, quel cadre tu te poses, comment tu gères si jamais tu as des envies qui viennent de consommer d'autant plus. Toi, tu as décidé de ne pas consommer, bah, comment tu vas gérer les choses, le fait de voir d'autres personnes consommer. Est-ce que tu as peut-être besoin d'avoir un professionnel qui peut t'aider à t'écarter du groupe si besoin. Enfin, voilà. C'est des choses qui vont être réfléchies ensemble. Et puis, on va aussi pouvoir, comme ça, parler d'alcool, aussi parler de qualité potentiellement d'alcool, de manière de boire. Bah, comment tu bois, toi? Bah, moi, je bois à la canette d'habitude. Bah, voilà, de parler de verre standard, avec voilà, de proposer une autre manière de boire, un autre contexte, de changer un peu cette perception-là. Et ça, c'est intéressant. Et puis, alors, on va limiter forcément les choses. Hein, voilà. L'idée, c'est de souvent s'arrêter à un ou deux verres standards. Hein. Mais en tout cas, c'est une amorce pour discuter. Et à partir de là, j'ai l'impression que là, on peut vraiment faire de la dictologie, quoi. Donc, c'est des expériences qui se mettent en place, mais c'est encore un peu à la marge. On le fait avec l'alcool parce que c'est légal. Hein. On peut moins le faire avec d'autres produits, évidemment. Mais voilà, dans des services de soins résidentiels. Et puis, il y a aussi une expérience que j'aimais bien en Suisse. Il y a un petit article de Rapport et Stock qui est intéressant, où en fait, eux, ils sont aussi dans une philosophie. Ils essayent de faire exister la norme sans l'imposer préalablement. Donc, l'idée, c'est que le groupe de résidents va proposer ses limites. L'individu personnellement va énoncer ses besoins, et puis le cadre institutionnel va dire aussi, bah, nous voilà, là où on situe, là où on situe pas. Mais dans cette structure-là, c'est un post-cure suisse. Hein, les gens ont le droit d'avoir des objectifs d'abstinence ou des objectifs de régulation de consommation. Et donc, du coup, bah, ceux qui veulent réguler leur consommation doivent quand même faire face à ceux qui souhaitent être abstinents, et donc du coup respecter un certain nombre un cadre, en tout cas, de respecter le vivre ensemble. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on fait vivre la norme sans l'imposer. Et puis ceux qui veulent pas être abstinents se confrontent à ceux qui consomment. Et donc du coup, ça peut les mettre dans l'inconfort, ça peut les mettre en difficulté, mais en même temps, c'est là qu'on travaille aussi, parce qu'on sait qu'après les gens ils retournent chez eux, et souvent ils sont en inconfort. Mais là, il n'y a plus les professionnels qui sont présents. C'est intéressant de travailler cet inconfort directement pendant le soin. Puis dans le secteur ambulatoire, on va avoir aussi d'autres initiatives. Hein. On va avoir la mise à disposition du matériel de réduction des risques. Hein. Tous les services ne le font pas encore en ambulatoire. On va avoir l'adaptation des seuils d'exigence en matière de TSO, avec des profils assouplis, des protocoles assouplis, qui s'adaptent en fonction des consommations et des conditions de vie des personnes. Donc voilà, pour faciliter l'accès à la substitution aux opiacés, avec un aller vers aussi parfois, voilà, donc des adaptations. On va avoir des addictologues aussi qui vont jongler régulièrement avec le cadre légal, hein, en ce qui concerne la prescription de méthadone, mais aussi de médicaments psychotropes. Il y a une étude de l'OFDT qui montrait un exemple sur les pratiques professionnelles, qui montrait un exemple d'un médecin qui, en cherchant en fait une alliance thérapeutique, en cherchant à ne pas rompre avec. Et ben juste voilà, et un médecin en fait du coup qui prescrivait l'entièreté des médicaments d'un usager en fait qui allait voir plein de médecins différents et qui avait pris sur elle de prescrire l'entièreté des médicaments pour favoriser cette alliance thérapeutique, pour empêcher la rupture. Et voilà, mais en dehors de tous les cadres médico-légaux, voilà, c'est des approches intéressantes. Et puis voilà, donc moi je propose aussi plein d'autres pistes, hein, notamment accompagnement à la budgétisation, à de la consommation, pour que les dépenses restent équilibrées et les consommations relativement circonscrites, un remaniement des projets de service, des règlements de fonctionnement pour rompre avec le système de sanctions symboliques ou réelles des reconsommations, en tout cas pour intégrer la consommation comme une ligne biographique parmi d'autres. Voilà, et plein d'autres outils, dont le carré dynamique de régulation des consommations, hein, qui est complètement inspiré du modèle de Marc-Henri Soulet, donc qui lui a fait un travail sociologique, hein, qui a montré qu'il y avait des usagers qui arrivaient à réguler leurs usages de drogue, mais il a essayé de montrer comment il faisait ça. Et à partir de comment il faisait ça, il a proposé un carré que moi j'ai adapté à la clinique, en disant comment on pourrait utiliser ça pour proposer une évaluation, en tout cas des situations des personnes. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est à partir de ce carré de proposer une photographie de la situation en matière de régulation des consommations, et proposer du coup des pistes d'action pour la personne et pour le professionnel qui l'accompagne. Donc voilà, à travers 4 grandes thématiques: la question du métier, qui renvoie finalement à la RDR, c'est-à-dire les modalités d'approvisionnement, les modalités de consommation, d'utilisation du matériel approprié, etc., etc., avec effectivement plusieurs niveaux d'appropriation, une logique aussi d'adaptation,
c'est-à-dire savoir un petit peu agir en contexte, réagir aux émotions, savoir utiliser d'autres approches que la drogue ou que l'alcool, hein, nous on l'adapte à l'alcool pour réagir en contexte, donc avec des stratégies d'adaptation qui vont être plus ou moins optimales, opérationnelles. Une logique aussi liée aux valeurs, c'est-à-dire quels environnements sont fréquentés par la personne. Si une personne je sais pas, fréquente le milieu punk, par exemple, parce que c'est un exemple que j'ai eu, et continue à faire des concerts fréquents, à s'investir dans les squats, etc., où la consommation de drogue fait partie du quotidien, et n'a pas d'autres espaces pour réguler un petit peu ça, et ben voilà, ça va être compliqué de sortir un petit peu de l'addiction. Voilà, c'est quels environnements sont fréquentés, et puis enfin, quel sens à la consommation, quel sens personnel, existentiel, social à la consommation. Et plus on va pouvoir se distancier, plus on va pouvoir le mettre des mots là-dessus, voilà, plus on aura une chance de pouvoir réguler sa consommation, bien que la zone optimale, encore une fois, ne soit pas un objectif absolu, hein. Encore une fois, on est sur quelque chose de dynamique, qui s'adapte aux personnes, et l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Et donc, cette exploration du sens, elle est tout à fait faisable par le biais des récits de vie, ce que j'ai pu faire avec la sociologie clinique, qui me semble tout à fait intéressante. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Quelques publications qui me concernent, récentes. Et puis je passe aussi je reviendrai après dessus si vous voulez, mais je passe la dernière slide de Généraliste Addiction avec le QR code pour le questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup, Brandon, pour cet exposé. Il y a déjà une réflexion dans les commentaires où on trouve que ça pourrait être intéressant de mieux détailler ton carré dynamique. Peut-être est-ce que tu as des renvois, peut-être pour les personnes que ça intéresserait de mieux se renseigner, peut-être mieux l'appliquer. Et finalement, moi, je prends ma casquette de généraliste addiction. Bah voilà, je suis en cabinet, je suis médecin généraliste. Comment je peux essayer de m'approprier ce carré dynamique? Alors, du coup, là, je suis en train d'essayer de publier ma thèse format ouvrage. Donc, du coup, il y aura des précisions sur ce carré dynamique. J'ai publié un article récemment en 2023 sur la régulation des consommations où je parle de ce carré dynamique, mais je n'expose pas la méthodologie. Je le ferai plutôt dans l'ouvrage là que je suis en train d'essayer de terminer. Mais il me semble que si vous retrouvez ma thèse, en tout cas sur Internet, je crois qu'elle est encore disponible pour l'instant, vous pouvez retrouver ce carré dynamique. J'ai pas, en tout cas pour l'instant, sur la méthodologie qu'on traite, il faudra un petit peu attendre. À mon avis, vous aurez plus d'informations via l'ouvrage. Mais après, bon là, c'était pas forcément l'idée d'expliquer exactement comment je l'ai utilisé moi, mais c'est effectivement à chacun de pouvoir se l'approprier, l'adapter. Je sais pas s'il est vraiment adaptable à la pratique par exemple des généralistes en consultation libérale, mais en tout cas, on peut s'en inspirer pour un entretien, voilà, pour une consultation. Mais voilà, j'espère qu'il sera rapidement disponible. En format plus exploitable dans un ouvrage qui sera bientôt publié. Je crois qu'il y a Anne-Françoise Hirsch qui voudrait s'exprimer en tant que vice-présidente de Généraliste et Addiction. Oui. Est-ce que je peux quitter le PowerPoint ou tu veux que je laisse encore un petit peu Encore un petit peu parce que je pense qu'il n'est pas resté affiché longtemps. Anne-Françoise, okay. Je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Un petit souci de micro. On dirait que le micro d'Anne-Françoise ne fonctionne pas. Ah. Ça marche là? Oui. Excusez-moi. Donc, je suis vice-présidente de GA et je remercie vraiment Brandon parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et tu le sais, moi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je défends cette idée. Donc, effectivement, il y a juste deux petites choses que je voulais ajouter. C'est que, comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est le vécu de l'usager.
Et une des grosses difficultés qu'on a, c'est quand il y a une pathologie duelle, c'est-à-dire associée avec une pathologie psychiatrique plus ou moins, ça peut être, c'est pas forcément psychotique, ça peut être une grave dépression, ça peut être, en tout cas, ce que je voulais, là où je voulais insister, c'est l'importance des intervisions. C'est bien pour ça que nous, depuis longtemps, on préconise les intervisions, parce que ces pathologies duelles, elles ne sont pas forcément visibles tout de suite quand on a un problème d'addiction. Et je voudrais, dans ce cadre-là, ajouter un détail qui n'en est pas un, c'est que il faut que toutes les personnes qui rencontrent l'usager aient le même discours. Et quand nous, on dit que on pense que c'est pas la peine qu'il y ait une abstinence totale, mais que c'est bien mieux pour lui, tous les arguments que tu as employés, qu'il soit responsabilisé, entre guillemets, en tout cas, qu'il prenne lui-même sa vie en main. S'il rencontre un soignant sur lequel il compte, qui lui dit « Ah non, hein, c'est abstinence totale », là, on a tout raté. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Il faut que le discours entre nous soit cohérent. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. En tout cas, un grand merci, Brandon, c'était très intéressant. Merci Anne-Françoise. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, je souscris tout à fait. C'est la figure du roi dont je parlais au début de l'intervention. C'est ça, s'il y a une figure comme ça vraiment importante pour la personne qui propose un cadre un peu restrictif, bah, du coup, ça imprime. Et puis des fois, c'est difficile du coup de proposer des alternatives. Donc c'est vraiment important d'avoir une cohérence, effectivement, voilà, globale. Mais ça, c'est vrai que c'est pas simple. Et il y a encore quand même des gardes de chapelle. Qui s'affrontent en addictologie. Moi, j'ai vraiment essayé, même si je sais que j'ai été parfois un peu militant, mais j'ai vraiment essayé de réunir un peu les approches pour absolument pas évincer tout ce qui a été fait depuis des décennies et au contraire essayer de compléter, quoi. Peut-être que tu peux quitter le partage pour ceux qui voudraient prendre la parole et peut-être que tu pourrais voir en visio. Tu as une question dans le chat. N'est-ce pas difficile pour les personnes souhaitant l'abstinence d'être confrontées à d'autres qui consomment dans un même contexte de soins? Ben oui, c'est une vraie bonne question. Ça peut être difficile et en même temps, c'est un petit peu ce qui les attend de toute façon dans leur vie quotidienne. Pour les consommateurs d'alcool, on sait que l'alcool est omniprésent. Et pour les consommateurs de drogue, j'ai envie de dire, la drogue est aussi omniprésente. Pour ceux qui en ont consommé longtemps, notamment public parfois un peu précaire aussi, peu importe où ils se baladent, par exemple à Lille, ils vont toujours avoir des sollicitations, rencontrer quelqu'un avec qui ils ont consommé avant. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est omniprésent. Et donc, du coup, il vaut peut-être mieux créer de l'inconfort en démarche de soins qu'attendre que ça se fasse sans la présence du professionnel. Et puis, de ce que j'ai pu voir pour le moment, même si ça mérite encore des évaluations cliniques, hein, souvent, voilà, il y avait des craintes de la part des professionnels plutôt que des usagers finalement, mais finalement, elles étaient pas fondées finalement quand on mettait en place par exemple des espaces thérapeutiques en présence d'alcool. Bah, finalement, ça se passait pas si mal que ça, au contraire. Et parce que ça avait été bien préparé en amont, etc., parce que ça avait été construit. Moi, je suis aussi pour le fait d'être transparent, c'est-à-dire que si on accueille des personnes dans un service d'appartement thérapeutique, dans un CTR, etc., il faut leur dire, par contre, en amont, comment ça va se passer et avec qui ils vont avoir à traiter, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement rencontrer des gens qui vont consommer, être sous l'effet des consommations. Mais quand on leur dit avant, bah, ils font un choix, c'est-à-dire, bah, du coup, moi j'ai envie ou j'ai pas envie, je peux aller ailleurs, il y a des structures qui proposent d'autres approches, c'est ça qui est bien, hein. C'est des structures aussi qui proposent des approches différentes, mais en tout cas, c'est d'être transparent dès le départ. Et moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, bah, oui, des fois, il y avait des petites difficultés sur le terrain, mais on les avait anticipées, on les a préparées, on pouvait s'isoler. Moi, je me suis retrouvé des fois, voilà, à m'isoler avec une personne qui me disait, bah voilà, c'est vrai que là, ça commence à être un peu compliqué, j'ai bu un verre, 2 verres, mais voilà, j'ai envie d'en discuter. Et puis, bah voilà, on essaie de faire baisser un petit peu le stress, l'anxiété, de discuter, d'ouvrir la parole, qu'est-ce qui est compliqué pour toi. Et puis, en fait, là, on fait de la dictologie aussi, mine de rien, quoi. C'est ça qui est intéressant. On parle du sujet, on parle du sujet qui nous concerne. J'avais des collègues des fois qui disaient, c'est pas grave si on parle pas de la question de l'addiction. C'est plutôt une bonne chose, c'est qu'en fait les choses vont mieux, etc. Ben, je sais pas, en fait, je me demande si des fois on se voile pas un petit peu la face et qu'il faudrait pas un petit peu provoquer de l'inconfort.
Alors, je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole ou poser une question dans le chat. Plusieurs questions. Alors, pourquoi différencier drogue et alcool? L'aspect licite ne dilue pas l'effet de l'alcool ou du tabac, et les différencier tend à stigmatiser ou enfermer, dédouaner les consommateurs de produits illicites ou de médicaments détournés de leur usage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Moi, d'ailleurs, je parle souvent de substances dans mes écrits en comprenant alcool et drogue considérées comme illicites, voilà, substances psychoactives en général ou des produits de manière générale. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le carré dynamique de régulation des consommations, hein, c'est d'adapter à l'alcool et aux produits. Pour moi, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que sur le terrain, il y a quand même un cadre légal qui est limitant. C'est-à-dire que faire ce qu'on fait avec l'alcool avec d'autres produits, c'est beaucoup plus compliqué. Avec du cannabis, par exemple, ou d'autres produits, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, il y a l'illégalité du produit. Donc, ça demande quand même des adaptations en fonction des produits. Et par exemple, pour avoir travaillé dans un service d'hébergement, mais avec hébergement individuel, avec appartement individuel, là, ça permet de faire beaucoup plus de choses, de travailler avec les produits illicites parce que les gens sont chez eux. Il n'y a pas le collectif aussi. Voilà, c'est facilitant. Mais effectivement, quand je parle de régulation de consommation, en tout cas, j'y mets tous les produits, y compris les médicaments psychotropes. Tout à fait. Une autre réflexion, c'est plus du coup un commentaire. Très intéressant cette notion de créer de l'inconfort en contexte de soins. Beaucoup de patients vont en cure dans l'idée d'être protégés et beaucoup de soignants partagent cette idée qu'il faut coucouner le patient. L'hospitalisation a un tort, c'est celui de créer de la distance avec la vie quotidienne et les problèmes en lien avec elle. Et ça a créé des fausses croyances chez le patient. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Tout à fait. Il y a une question, alors peut-être je laisserai répondre peut-être en privé dans un second temps. Comment peut-on rentrer en contact avec vous? C'est Patrick Poivre qui pose cette question. Moi, j'ai une question. Moi, je trouve ça très intéressant, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, Brandon, cette question de renversement en fait de l'approche, de dire bon, en fait, il y a des personnes qui arrivent à réguler leur consommation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour y parvenir et comment on peut travailler avec les personnes qu'on peut recevoir et qui demandent un accompagnement pour renforcer ses capacités à gérer cette consommation et pas forcément renforcer la capacité à être abstinent. Donc, c'est un renversement du paradigme. J'ai une question qui est un petit peu peut-être dans les situations les plus extrêmes. Je pense qu'on n'en parle pas assez des fois de ces situations où, en fait, la question du soin, de l'abstinence, de la réduction des consommations, tout ça paraît très très loin pour l'usager et le professionnel de l'accompagnement sent qu'il a très peu de prise sur ce qui se passe. Et là où, par exemple, en oncologie, on parlerait de soins palliatifs, je pense que c'est aussi intéressant cette approche de dire comment je peux travailler cette question de la régulation des consommations dans un contexte où finalement, en tant que professionnel, dans un système donné, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours tous les moyens à disposition, on se retrouve à avoir très peu de prise là-dessus et ça amène finalement quelque part une possibilité d'alternative dans l'accompagnement. Ouais, tout à fait. Je trouve ça vraiment intéressant et ça me donne même matière à réfléchir, enfin voilà, à formuler les choses différemment. C'est vrai que j'ai vraiment essayé, tu vois, encore une fois, de me positionner du point de vue du soin et de mêler réduction des risques, abstinence et régulation de consommation, et d'adapter les choses en fonction des personnes qu'on a. Et quand on a des gens qui sont voilà, très loin, on va dire, voilà, vraiment très marqués par une histoire de vie compliquée, etc., où finalement les objectifs vont être des objectifs très minimaux, pour autant, on peut quand même rester du côté du soin. Et tu vois, c'est par exemple ce que fait la réduction des risques dans les CARUD, c'est pas ce qu'on va faire avec lui. On va faire plutôt quelque chose de l'ordre de la régulation de consommation, mais à partir d'objectifs beaucoup plus cohérents, en tout cas beaucoup plus réalistes. Mais pour autant, on ne va pas être dans une approche optimale de la régulation de consommation, mais ce n'est pas grave, on va être dans une approche minimale, mais qui peut quand même permettre de créer un équilibre, tu vois, à partir des outils de la réduction des risques, tu vois, notamment déjà de consommer différemment, de consommer
en prenant moins de risques, etc. Mais à partir d'une perspective de soin quand même, quoi. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment jouer avec les outils qu'on a, mais en restant dans le soin, en se disant qu'on va essayer de stabiliser une situation, on va essayer parfois juste la stabiliser, parfois éviter qu'elle s'aggrave, mais c'est pas grave, c'est pas un renoncement en fait, c'est plutôt un pragmatisme, c'est essayer de travailler avec le vécu réel des personnes. Faut pas oublier que les gens des fois sont vraiment complètement désaffiliés, complètement détruits par une histoire. Et on pourra pas faire de miracle en fait. Et c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut sortir du fait que faut que l'indicateur, l'objectif, ça soit du mieux-être, et pas autre chose en fait. On s'en fiche finalement de la consommation. C'est une ligne biographique et l'indicateur, c'est vraiment celui du vécu de la personne, quoi. Et il y a un concept qui est développé par Mathieu Fellen qui est vraiment pas mal. Il le fait avec l'alcool, mais on pourrait le faire avec tout. C'est la zone de confort. Et ça, je trouve ça vraiment bien et qu'on peut vraiment adapter aussi aux soins. La zone de confort, c'est-à-dire une zone qui soit suffisamment OK pour la personne, qui n'est pas forcément une zone où la personne va moins consommer, mais en tout cas où elle va être en capacité de pouvoir, je sais pas, venir à son rendez-vous, etc., pas se sentir mal le matin, etc. Mais voilà, c'est la zone de confort. En tout cas, vous pouvez aller explorer ça, c'est vraiment intéressant aussi. Merci. Alors, je sais, enfin, tu répondras peut-être si tu as de l'information là-dessus. Connaissez-vous également une étude démontrant que la répétition des sevrages d'alcool en cure, en plus du risque directement lié au sevrage donc de DT, la reprise d'alcoolisation post-cure peut engendrer des dégâts importants sur le cerveau? Alors, c'est marrant, j'ai une note de bas de page dans ma thèse là-dessus, que je remettrai dans l'ouvrage aussi si j'arrive à le publier. Mais justement, sur la question surtout moi de la neurotoxicité des sevrages alcool à répétition notamment. Effectivement, mais j'ai pas de référence précise, mais j'ai entendu plusieurs fois cette hypothèse revenir. Donc peut-être qu'il y a des médecins ici présents qui ont plus de notions là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus et qu'il faut faire attention à ça, ouais, effectivement. Et ça, c'est encore une fois parce qu'on force les gens à vouloir absolument être abstinents, alors qu'à un moment donné, à partir de combien de sevrages, il va falloir se dire qu'on va arrêter de demander aux gens d'être abstinents, quoi. Il y a des personnes qui ont fait 20, 30 sevrages. À partir de quand il va falloir arrêter de forcer le passage? Bon, voilà. Mais effectivement, il paraît qu'il y a des effets neurotoxiques. Peut-être que Antoine, tu as plus d'infos là-dessus. Il y a un orage glutamatergique, donc le fait que la surconsommation d'alcool pour le cerveau est compensée par donc la fabrication endogène de glutamate va provoquer des lésions cérébrales. Sur la question d'études, j'ai pas de nom directement d'études à proposer dans le fil, mais en tout cas, c'est ça le phénomène physiopathologique. Donc, ce qui peut expliquer les lésions cérébrales, c'est justement de cette toxicité en fait d'une trop grande importance du glutamate dans le cerveau. Ok. Et en même temps, tu vois, il y a un paradoxe, c'est que il y a des services hospitaliers qui justement, parce que bon, c'est vrai que les services hospitaliers, c'est peut-être pas ceux qui sont le plus proactifs sur la question de la régulation des consommations, du fait le fait étant qu'ils sont justement hospitaliers et très tournés vers cette notion de maladie, mais pour autant, il y en a qui essayent aussi des nouvelles choses. Et les sevrages séquencés, je trouve que c'est une approche très intéressante dans cette perspective de régulation de consommation, c'est-à-dire que les gens vont revenir en fait régulièrement, et c'est prévu dans l'année, faire des pauses en fait à l'hôpital. Et moi, je trouve ça intéressant dans la philosophie de régulation de consommation. Mais bon, faire gaffe à ce que ça provoque effectivement dans le cerveau des personnes, quoi. C'est aussi ça, mais bon, voilà. Alors, pour la personne qui pose la question du lien YouTube, je vous invite à suivre soit notre newsletter, soit notre page LinkedIn, où on vous transférera le lien vers le replay. Ce ne sera pas disponible aujourd'hui. Hein. Soyez un petit peu patient, ça reviendra plus tard. Je rebondis sur ce que tu dis, Brandon. C'est finalement, quand la personne est elle-même à la demande de son 5e, 10e, 15e, 20e sevrage en vue d'une abstinence, qu'on sait qu'on va se poser la question de lui proposer autre chose, mais des fois, comment retravailler cette question avec lui? Parce que des fois, c'est lui qui est à la demande de ça, donc comment reprendre ça avec lui alors? Comme disait Anne-François, c'est difficile aussi d'arriver après coup, en fait, quand la personne a intériorisé cet objectif-là et qu'il a été aussi véhiculé par les professionnels qu'il a rencontrés, par son entourage aussi. Et je comprends en fait qu'il y en a qui tiennent à cet objectif-là. Mais je pense que, tu vois,
je l'avais un petit peu fait en tant qu'éducateur, mais c'est de faire l'éducation thérapeutique, c'est de présenter les données que j'ai présentées, en fait, quoi. Présenter les données de réussite, tu vois, de l'abstinence, de la consommation contrôlée, de présenter les écueils, les effets positifs. Les effets positifs que produit la réduction de la consommation, c'est de présenter la philosophie. Là, il faut prendre le temps, en fait, mais il faut vraiment, ça peut être en groupe aussi, tu vois. J'avais un petit peu pensé comme ça aussi à l'époque. Mais c'est voilà, de faire de l'éducation thérapeutique, voilà, faire rentrer cet aspect éducatif en tout cas, ouais, informatif aussi, voilà. Mais toutes les infos que j'ai données là, je pense que c'est vraiment à partir de ça qu'on peut essayer de faire bouger des projets potentiellement, quoi. Mais c'est long, hein, effectivement c'est bien ancré, donc c'est un vrai défi. Et peut-être aussi travailler avec l'entourage d'ailleurs. Ça, je dis pas, mais c'est peut-être aussi un axe qui pourrait être un levier phénoménal, et en même temps c'est très difficile, on sait aussi des fois de bosser avec l'entourage, surtout sur des aspects comme ça de régulation de conso, mais voilà, là encore il faut leur expliquer, mais si eux nous aident aussi parfois à porter ça peut être intéressant. Si eux voient aussi les effets bénéfiques que peut avoir une réduction de la consommation, etc., ça peut être voilà, ça peut être un soutien aussi. Il y a une remarque, questionner la fonction du produit plus que s'engager dans ce que la société attend des consommateurs pour les personnes ayant un trouble de l'usage. Alors, redis-moi ça, parce que moi, j'ai pas eu le temps de... J'ai envoyé mon adresse en même temps. Plus questionner la fonction du produit plus que s'engager dans ce que la société attend des consommateurs ayant un trouble lié à l'usage. Voilà, c'est un très bon résumé. C'est ce que j'ai fait avec mes récits de vie, notamment 2 récits de vie. Hein. J'en mets en avant notamment celui justement d'un consommateur d'héroïne, cocaïne, speed, etc., amphétamine, issu du milieu paysan, qui va se retrouver dans une grande ville, intégrer le milieu punk, etc., qui va s'intéresser aussi à la philosophie après coup. Et en fait, on se rend compte à quel point en fait l'usage lui permet de s'émanciper d'un premier contexte paysan, d'appartenir à un nouveau groupe social, d'exister finalement, de se démarquer, d'affirmer une identité propre. Ça va lui permettre aussi de s'immerger dans la musique, voilà, des effets de contemplation comme ça, des effets, voilà. Ça, c'est super intéressant en fait. Et lui, en fait, il dit, mais moi, j'ai pas spécialement envie d'arrêter. Et même au début, dans le soin, il me le disait. Moi, je pensais que je devais dire que je voulais arrêter. Donc, du coup, je disais aux gens, je veux être abstinent, parce que je pensais que j'étais obligé de le dire pour pouvoir être soigné. Et au moment où il a compris qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient différemment, il a dit, mais moi, en fait, je veux pas arrêter. En fait, moi, ces aspects contemplatifs, voilà, etc. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent toujours. Et la consommation, voilà, c'est pas un élément nocif forcément à abattre, mais je veux effectivement pouvoir consommer dans un cadre différent, parce que ça a débordé à un moment donné. J'ai consommé pendant 10 ans, ça a débordé 1 an en vrai, mais ça a débordé et j'aimerais bien voilà, essayer de reprendre les choses différemment. Mais en s'intéressant au sens de cette consommation, effectivement, il se dit, bah voilà, pourquoi moi j'ai envie de consommer, quels aspects ça vient bousculer chez moi, et du coup, comment je peux travailler ça au-delà du produit, du coup, et comment le produit peut garder sa fonction un petit peu, voilà, que j'ai souhaité lui assigner. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Peut-être une dernière question du relais. Merci Brandon pour ton intervention. Mon questionnement se pose justement sur les unités de sevrage qui, avant même de rencontrer la personne, on nous questionne en tant que travailleur social sur le projet après. En soi, une demande d'entrée en sevrage pour se poser et se questionner n'est-il pas un projet? Bah oui, moi je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, c'est un projet. Et en même temps, je sais bien que quand on est soignant à l'hôpital, d'avoir accompagné quelqu'un pendant 2-3 semaines et se dire bah, on va le remettre à la rue, bah, j'imagine que c'est aussi pas simple à vivre pour les équipes hospitalières. C'est pas forcément toujours satisfaisant, mais en même temps, voilà, quand on fait face à la grande pauvreté des gens qu'on accompagne, à la grande misère des gens qu'on accompagne, qui vivent à la rue, qui sont dans la cocaïne basée, qui pensent plus qu'à ça, qui ne dorment plus, qui se détériorent complètement psychiquement et physiquement, bah, effectivement, on se dit qu'à un moment donné, il faut faire une pause, quoi, et de devoir mettre en place le plan hors sec pour la personne avec toute une batterie de dispositifs, alors qu'en fait, la personne n'est même pas capable juste de répondre au téléphone, de maintenir un entretien téléphone. Voilà, c'est effectivement complètement décalé. Donc, encore une fois, c'est revoir les conditions d'accès, les seuils d'exigence d'accès.
en tout cas sur certains services, encore une fois, peut-être qu'il faut de tout, mais effectivement, pour moi, c'est un projet en soi de mieux-être déjà, de stabilisation de quelque chose. Pour penser, il faut être un peu posé, quoi, et penser à la rue, c'est presque pas possible, quoi. Je te remercie. Alors, je vais prendre une dernière fois ma casquette de généraliste addiction. Donc, Anne-Françoise a bien rappelé l'intérêt de pouvoir communiquer entre acteurs du champ d'accompagnement de la personne, et notamment par l'intervision. Une manière de faire synthèse et de conclure, qu'est-ce que tu pourrais proposer en quelques mots pour les professionnels de proximité dans cette philosophie d'accompagnement en régulation des consommations concrètement alors? Moi, Toi. c'est un défi. Ben, pour moi, c'est une posture. Je reviens quand même à ce que disait Anne-Françoise, c'est une posture, c'est changer le discours, changer vraiment le discours, poser les bons mots, avoir le bon vocabulaire pour vraiment essayer de... Alors, je dis pas que les gens ont le mauvais vocabulaire, c'est juste que si on a envie de proposer une alternative, voilà, c'est important de poser les bons mots, d'avoir le bon discours, et ça se travaille effectivement, mais c'est vraiment l'essentiel, quoi. C'est la posture. Et après, on peut développer des outils que j'invite d'ailleurs les uns et les autres à développer, hein. Il y en a sûrement plein encore à développer, plein à construire à partir de ce que j'ai pu donner ou à partir d'autres choses. Mais c'est vraiment les outils, c'est dans un second temps, mais c'est vraiment la posture, quoi. C'est déjà ça. C'est comment on accueille les personnes, qu'est-ce qu'on leur propose, voilà, quelle image d'eux-mêmes on leur envoie en fait aussi, quoi. Et ça, c'est important, ça me semble. La posture. La posture et, comme tu disais, l'objectif, le mieux-être. Voilà, L'indicateur. c'est une bonne piste. Tout à fait. Eh bien, écoute, Brandon, je te remercie beaucoup pour ton intervention. J'invite les uns et les autres à répondre à la quête de satisfaction s'ils ne l'ont pas fait encore. Vous aurez aussi un lien vers cette enquête de satisfaction qui vous sera envoyée par mail. Et comme je l'ai dit, suivez notre newsletter, notre fil LinkedIn pour ceux qui souhaiteraient avoir le replay de cette intervention. Brandon vous a transmis son adresse mail si vous aviez des questions. Peut-être si il y avait un besoin de lire des articles que tu as pu écrire. On te remercie chaleureusement. Et puis, on vous invite le 13 janvier pour notre prochain webinaire sur la question du jeu de hasard et d'argent, sur lequel Brandon a travaillé d'ailleurs, qui sera donc animé par Ludivine Rondeau. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt.